l'heure de la capsule scientifique avec Yannick. Quel genre de petit garçon étiez-vous et étiez-vous déjà intéressé par les sciences? Pas en tout. Je n'étais pas intéressé par les sciences quand j'étais jeune. Non. Moi, quand j'étais jeune, ce qui m'intéressait, là, honnêtement, là, c'était de faire des arts. Je voulais faire de l'art plastique, de la musique, de la danse, de la comédie, mais jamais je pensais m'en aller en sciences. Quand j'étais petit, je jouais avec des petites autos, mais ça ne m'intéressait pas du tout, les sciences. Puis le trou, il n'y a pas besoin d'être très gros. Je vais vous montrer mon adaptateur que j'avais hier, qui lui est vendu dans certains magasins. Donc, si vous regardez, il y a le petit trou qui est là. Je vais le placer comme ça parce que j'ai vu dans mes commentaires qu'il y a quelqu'un qui a dit « Est-ce que tu pourrais le faire avec l'adaptateur? » Donc, oui. Et l'adaptateur a un plus petit trou que le goulot lui-même. Hein? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on les met ensemble et c'est fait pour ça. Donc, cet adaptateur-là est fait pour ça. Fait qu'aujourd'hui, avant de commencer notre super capsule, je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive si on positionne l'adaptateur comme ça et qu'on fait le même mouvement circulaire qu'hier pour obtenir notre petite tornade. Alors, on va l'aider un peu. Et c'est parti. Hein, on la voit vraiment, puis si je bouge un peu, on peut voir que la tornade bouge elle aussi. Et ça, c'est grâce à l'adaptateur qui est juste ici, qui permet de faire un transfert d'air entre le haut et le bas. Et c'est le même principe que vos toilettes. Et c'est vraiment le fun, on peut voir la petite tornade se produire. Et oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la science? C'était un prof au secondaire. J'étais en 4e secondaire. Il me dit « Toi, tu communiques tout le temps, tu parles tout le temps. Il est temps que tu ailles communiquer la science à des gens. » Il m'a en réalité inscrit à l'Expo Sciences Belle à l'époque. Puis j'ai fait un projet qui s'appelait la micropropagation des dionnées gomme-mouches. Des plantes carnivores. C'est les affaires qui font... qui mangent les plantes. En réalité, c'est les mouches qui se font manger par les plantes. J'ai fait ça. Puis moi, ce que j'avais le goût, c'était d'expliquer c'était quoi cette plante-là. Fantastique. Puis j'ai reproduit 3 796 875 plantes en un an. Fait que ça m'a donné la piqûre des sciences parce que j'ai rencontré plein de scientifiques. Puis je me suis rendu dans un symposium où ils ont inventé une banane. Je capotais. La banane que vous mangez à la maison, là, c'est des Montréalais qui l'ont trouvée. Parce que dans le pays d'origine, la banane est en train de subir de grandes catastrophes à cause d'un champignon. Puis grâce à la science, on a pu sauver la banane Chiquita. OK? Et ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est ça qui m'a donné le goût de faire de la science. Ça répond à ta question? À quel âge avez-vous fait votre premier spectacle? Mon premier spectacle, j'avais 18 ans. Je l'ai fait dans une grange. Je l'ai fait pour Claire Pimparé, Passe-Carreau de Passe-Partout. Et c'était ma patronne. Et elle avait un camp de vacances qui était situé à Arundel. Bon, c'était un petit peu loin d'ici. Puis elle en avait un autre qui était situé à Brome. Celui d'Arundel, c'est un peu plus tard, mais celui de Brome, c'est celui que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et à un moment donné, elle m'a dit, Yannick, vu que tu adores parler devant le monde, il faudrait que tu fasses un petit spectacle de démonstration scientifique pour les enfants. Puis j'ai commencé avec ça. J'avais 18 ans. Puis depuis ce temps-là, j'en ai 48. Fait que si tu fais 48 moins 18, ça fait 30 ans. Pas grave. L'important, c'est de participer. Fait que viens-t'en. Ça a-tu répondu à ta question? Bien, j'espère. Expliquez-nous comment vous faites pour trouver des expériences scientifiques à présenter. Comment on fait pour trouver des expériences scientifiques? C'est très simple. Lecture. Quand tu comprends un concept, les idées viennent toutes seules. J'ai lu au-dessus de 6000 ouvrages scientifiques pour arriver avec la tête que j'ai, pour pouvoir faire en sorte que quand je vois le matériel, je vois exactement une expérience. On m'a même déjà mis en situation où est-ce que je suis rentré dans une maison puis on dit « Fais-nous une expérience avec ce qu'il y a dans le frigo ». Il avait mis 3 ingrédients. Il voulait m'avoir. J'avais déjà une expérience que j'avais en tête avant même de rentrer dans le frigo. Fait que dans la vie, la lecture, c'est super important. Ça va te permettre de voir ça et d'assister à des conférences et de t'intéresser aux autres. C'est super important. J'ai eu tellement de mentors. Des mentors, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui te montrent toutes sortes de choses. Moi, j'en ai eu plein. J'ai eu Ariel Fenster, j'ai eu Lick Sirois, tous des gens plus vieux que moi, mais qui avaient de l'expérience devant moi. Puis là, moi, je les écoutais comme un petit garçon à l'école. Puis là, eux autres, ils me montraient des trucs. Puis viens voir, je vais te montrer dans mon laboratoire ce que je suis capable de faire. Il faut que tu t'intéresses aux gens puis que tu lises beaucoup. Correct? Salut! Salut! Comment tu vas? Bien, toi? Alors, c'est quoi ta question? Quelle a été votre expérience scientifique préférée? La pâte à dents d'éléphant. Pâte à dents d'éléphant parce que je l'ai découvert par hasard. C'est moi qui l'ai inventé. Et je l'ai traduite en anglais qui s'appelle Elephant Toothpaste. Mais même Mark Robert de la NASA a repris mon expérience, mais lui avec un beaucoup plus gros budget que le mien. Mais je peux te dire que ma mère s'en souvient très bien de cette expérience-là puisque son bain est taché à jamais. Parce que j'ai utilisé de l'iode, puis l'iode, ça tâche. Fait que ça, c'est ce que j'ai fait. Mais une de mes préférées, c'est la pâte à dents d'éléphant. Mais celle qui va dans les airs,
pas celle qui mousse puis qui grossit, celle qui va dans les airs, parce qu'il y a une façon de la faire monter jusqu'au plafond. Et je peux te dire que je l'ai déjà faite, puis ça a taché beaucoup le plafond, ainsi que les gens qui étaient là-bas à l'école où est-ce que j'étais, qui ont moins aimé ça. La recette pour la pâte à dents d'éléphant, très simple. Peroxyde d'hydrogène qu'on ajoute là-dedans. On en met environ 250 ml. On ajoute 50 ml de savon vaisselle, du colorant alimentaire de votre choix. Moi, j'ai choisi rouge. Et ensuite, une fois que c'est dans notre cylindre, notre mixture, on la brasse. Et par la suite, pour notre recette, on prépare dans un petit bécher ou un verre à la maison une solution d'iodure de potassium. Très difficile à se procurer, mais quand même, avec de l'eau bouillante. Et ensuite, il suffit d'ajouter le tout dans le cylindre et l'expérience est très impressionnante. Quelle a été votre expérience la plus dangereuse? Mon expérience la plus dangereuse, des chips Pringles. Ouais, j'ai pris un seau de chips Pringles, j'ai mis de l'hydrogène dedans, je l'ai fait exploser. Ce que ça fait, c'est une réaction qui s'appelle l'hypothèse Avogadro. Le problème, c'est que j'entendais pas le bruit de la flamme qui était créée. Fait que j'ai approché mon oreille, ce que j'aurais jamais dû faire. Au moment où j'ai approché mon oreille, l'expérience a sauté et ça l'a défoncé mon oreille. Le tympan a eu une vibration qui était trop forte. Fait qu'au lieu de rester droit comme ça, il a plié dans l'autre sens. Et en pliant dans l'autre sens, il a déchiré. Donc, il a créé une zone où il y avait de l'air qui rentrait et j'ai souffert d'acouphènes pendant longtemps. Et ça, c'est pas agréable. C'est comme si tu entendais un petit mi. Tu en as déjà eu, hein, mais moi, c'est permanent. Tout le temps. Matin, midi, soir, nuit. Fait qu'à ce moment-là, ça a été un de mes plus gros accidents. Malheureusement, ou heureusement, la vie a fait bien les choses. Ça s'est recollé. Donc maintenant, je n'entends plus ce petit bruit-là qui est fatigant, mais c'est un de mes traits marquants. Mais sinon, je suis tellement très, très prudent. Je fais partie de l'ordre des chimistes, donc je suis obligé de faire des formations en garde-feu, en CIMDUT, en RPCC, en formation de TMD. J'ai toutes sortes de formations qui m'empêchent de faire des erreurs, du moins je l'espère. Alors, nous avons présentement Héloïse qui est montée sur scène lors de mon show. Alors, Héloïse, tu as une question pour moi? OK. Avez-vous déjà raté une expérience sur scène? Oui! Une expérience mémorable. Je devais transformer l'eau en vin. Et j'avais oublié de mettre la phénolphtaléine dans le truc, donc le détecteur n'était pas là. Fait que quand c'est arrivé, j'ai pris de l'eau et je l'ai versé dans quelque chose qui contenait rien. Fait que ça a fait de l'eau qui est devenue de l'eau. Fait qu'il y a quelqu'un qui a crié « C'est du vin blanc! » Et c'était la première fois que je ratais mon expérience. Cool, hein? Prochaine question. Est-ce que vous avez peur de rater une expérience quand vous êtes sur scène et est-ce que vous avez parfois le trac? Tout le temps. Le trac, c'est quelque chose qui me nourrit parce que ça te met sur tes gardes. Lorsque tu as le trac, on dirait que tous tes poils de ton corps sont hérissés, fait que c'est comme si tu étais en mode protection. Alors ça, c'est bon d'avoir le trac. Par contre, oui, je pense toujours à comment la personne que j'amène en avant va réagir. En réalité, moi, je me connais, mais je ne connais pas les gens que j'amène en avant. Fait qu'il faut que je lise beaucoup leurs yeux, il faut que je regarde beaucoup leurs mains, puis que je chante comment va leur énergie. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des enfants qui montent sur scène et que la coopération n'est pas là. Et à ce moment-là, tu te demandes comment je vais faire pour pouvoir terminer mon expérience. C'est très difficile. Mais ce qui est important, c'est de bien lire les yeux des gens quand ils sont nerveux ou pas. Mais sur scène, j'essaie toujours d'avoir une attitude positive. Avez-vous un rituel avant de faire votre spectacle? Un rituel? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Le rituel, c'est de refaire, à chaque fois, tu vas remarquer qu'il y a un spectacle, je reviens en avant et je balaie comme un sauveteur. Comme un sauveteur dans une piscine qui regarde s'il n'y a pas aucun enfant qui est resté dans la piscine. Je fais la même chose avec toutes mes expériences, vérifier ce que j'ai rien oublié. Des fois, il m'arrive d'oublier quelque chose. Alors là, je suis obligé d'aller courir. Il y a une fois où est-ce que dans un spectacle, j'avais oublié mes bouilloires, mais à l'autre bout de la scène. Fait que j'ai dit, bon, OK, tout le monde m'entend, et je suis parti. Il n'y avait plus Yannick sur la scène, mais je continuais de parler. Fait, des fois, il faut que tu aies de l'improvisation, mais dans les rituels, c'est de toujours regarder ce qui est avant le spectacle, de t'assurer que tout est là. Quand vous faites des expériences scientifiques en classe, est-ce que vous faites un genre de spectacle devant vos élèves? Oui. Tous mes cours étaient un spectacle d'au moins entre 2 et 4 démonstrations. J'arrivais avec un petit chariot, les élèves, je les entendais dire « Yes! »
Et à ce moment-là, je partais le cours. Puis là, il y avait hâte que je me lève ou que je me tasse du bureau ou de mon tableau vert pour que j'aille vers cette espèce de petite desserte-là et que j'aille faire 1 ou 2 démonstrations. C'était comme ça à tous les cours. Mais à la fin, ça devenait fatigant parce que fallait que tu en aies des expériences. Il y a quand même 80 cours dans l'année. Fait qu'il fallait que tu en aies tout le temps. Mais il y en avait toujours. Il y en avait toujours. Est-ce que vous trouvez que les jeunes s'intéressent beaucoup à la science? Oui. Ils s'intéressent à la science dans le domaine où est-ce que c'est agréable, que c'est spectaculaire et que ça les touche. Mais une fois que ça est mis dans leur tête, là, ils s'intéressent à des choses qui sont plus structurées, des choses qui sont plus compliquées. Puis à ce moment-là, ça fait une petite étincelle qui leur permet de voir plus grand. Ensuite, tu as besoin de tasses à mesurer. Donc, j'ai emporté 2 tasses et une tasse. Et ensuite, la colle. La meilleure colle qui permet de faire les glues, c'est la colle Elmer. Bon, pourquoi? C'est sa formule chimique. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous le dis. Si vous prenez la colle Lepage, elle est à base de vinaigre et c'est très difficile de faire rentrer ce qui est à l'intérieur du stèle pour créer le lien important pour faire une glue. On veut transformer quelque chose de liquide en quelque chose de solide, mais pas trop. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre qu'on veut faire un colloïde. Donc, une substance mi-solide, mi-liquide, mais sous forme d'un polymère, c'est-à-dire un plastique. OK. Est-ce que vous faites des spectacles dans d'autres pays? Oui, j'ai fait France, Suisse, Belgique, j'ai été aux États-Unis, j'ai été me promener un petit peu partout, mais je me concentre principalement au Québec, mais aussi dans le Canada anglais, Ontario, Nouveau-Brunswick, Saskatchewan aussi, Colombie-Britannique, j'en ai fait beaucoup un peu partout. Texas, mais l'endroit que j'ai préféré, c'est au Québec. Bon, j'ai-tu besoin d'autre chose? Oui, j'ai besoin d'eau. Hein, j'ai ramené, on va l'appeler Madame O, là. Alors, elle est ici, salut. Puis, comme j'ai utilisé juste j'ai décidé d'emmener un peu plus de colle. Comment avez-vous réagi quand vous avez gagné le prix Hubert Reeves? C'était un honneur pour moi de gagner le prix Hubert Reeves. Hubert Reeves était une sommité au niveau de la science, surtout en astronomie. Puis moi, j'ai toujours dit que nous étions que poussière d'étoiles, mais je devais tenir ça de Hubert Reeves, puisque c'est lui qui a déjà dit ça une fois. Et Hubert Reeves, quand je l'ai gagné, ben c'était un honneur parce que lui, il a un certain âge, puis je pensais jamais gagner ça à l'âge de 33 ans. C'est quand même un bel exploit. Donc, moi, mon défi, je l'ai essayé avec Tide, mais j'ai pas eu le temps de l'essayer avec toutes les autres, la Parisienne, etc. Fait que si vous voulez l'essayer, vous pouvez le faire, puis me l'expliquer dans une petite vidéo ou une photo avec maman qui écrit ou papa ou vous-même pour me dire « Hey Yannick, j'ai essayé telle marque, ça marche. » Si je veux être encore plus prudent, je peux mettre des lunettes de sécurité parce qu'un bon chimiste se sert toujours de ses lunettes et de ses gants lorsqu'il manipule des substances. Bon, je prends ça. Je le verse en faisant un léger tourbillon à l'intérieur. Savez-vous quoi? Ça change rien. OK? Là-dedans, voilà, une tasse. Là, en ce moment, il est en train de se produire quelque chose dans mon truc. Je vais vous montrer. Regardez, là. Ben, on voit pas vraiment, mais on sait qu'il y a de la colle. Je veux pas l'échapper à terre. Et là, je vais aller brasser avec mes mains. Je vais incorporer les ingrédients à l'intérieur. Et là, je vous le dis, là, c'est pas instantané, là. Le monde dit, je veux de la glu! Hey, wow! Faut que tu travailles. Du jus de bras, mon homme. Oh ouais. Pas, je fais de la... Non, faut que tu y ailles. Faut que tu brasses. Là. Faut pas que tu ailles peur. Faut que tu mélanges les ingrédients. Puis le colorant qui est présent dans ta glu, lui, va commencer à changer de forme puis à donner quelque chose qui ressemble vraiment à de la glu. Là, des fois, tu vas avoir des bulles là, de savon. Là. Fait qu'il faut que tu l'incorpores. Là, tu sais, je me mets dedans, là, puis je m'en vais mélanger le tout. Puis plus je vais le mélanger vigoureusement, plus je vais permettre au savon et à la colle de s'incorporer les uns avec les autres. Puis tant et si longtemps que j'ai pas fini, que ça donne pas une seule substance, parce que là, il y a 2 substances. Il y a une substance gluante, puis il y a une substance liquide à l'intérieur. Je continue. Salut Gabriel, comment ça va? Hey, on va regarder la caméra. Gabriel, comment... T'as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et à quelle école tu vas? Ici. Pas ici, là, mais... Ah, ici, à l'Odyssée. Ça, c'est ta classe? Wow, avez-vous vu ça? Il y a une très belle classe pour faire des magnifiques projets de sciences. OK, donc, vas-y, ton école, c'est quoi? C'est l'envol du colibri. L'envol du colibri. Y a-tu des colibris au moins à ton école? Je sais pas. Je sais pas, ça s'appelle un sophisme. Alors, vas-y, ta question. Est-ce que des fois, pendant que vous rêvez, vous rêvez à une nouvelle expérience? Mes rêves sont assez plates. Je t'explique pourquoi. Je dors pas beaucoup. Donc, comme je dors pas beaucoup, j'ai pas beaucoup de rêves. Parce que les rêves sont faits après 8 heures de sommeil, mais j'en ai environ 6 par nuit. Fait que j'arrive jamais à arriver à des rêves. Quand, des fois, j'ai des grandes nuits de sommeil, je fais des cauchemars.
Fait que je me réveille, puis là, j'ai fait un cauchemar, mais j'ai jamais rêvé à des expériences scientifiques. Je pense que dans la réalité, j'en ai trop à faire. Fait que je suis tout le temps là-dedans. La nuit, je pense que je vais peut-être avoir le réflexe de voler. Souvent, je tombe dans un cube, qui est dans un cube, qui est dans un cube. C'est vraiment bizarre. Ça, c'est un de mes rêves que je fais souvent. Tomber dans un cube. En avez-vous des rêves que vous répétez, vous autres? Tu sais, tu dis, mais voyons donc, j'ai rêvé à ça il y a 3 semaines, je retombe dans le rêve de ça. Moi, je tombais dans un cube, qui tombait dans un cube. C'était vraiment bizarre. Là, je me réveillais, puis là, je voyais des cubes. Là, j'étais comme, hey, venez me chercher. Ah, puis ça me rappelle un moment donné, je faisais un rêve, là, où est-ce que, je sais pas, là, on avait monté sur je sais pas quoi, là, puis là j'ai juste tombé dans mon rêve parce que j'avais eu peur, parce que j'étais sur le bord. Des anecdotes savoureuses. Puis là, je me suis réveillée, j'étais comme, what the freak? Et il continue. J'adore. Écoute, t'es super fin, mon petit Minecraft. Ça va, mon ami? Salut. Bravo, mon gars. Puis là, avec ma glu, là, je suis en train de tout nettoyer mon bol. Mon bol est devenu clair. Hein? Ben oui, ça veut dire que c'est prêt. Tant que longtemps que tu vas pas le fond de ton bol, ta glu est pas prête. C'est tout. Tu continues de brasser, puis là, tu peux frapper dedans. Tu peux essayer d'incorporer ça. C'est vraiment cool. 2 tasses de colle, 1 tasse d'eau, puis 1 tasse de savon à lessive. Puis là, ben, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai du HE. Ben, il est plus concentré. Moi, j'ai du normal. C'est l'idéal. Est-ce que moi, il va fonctionner aussi avec du HE? Ça dépend. Donc, si jamais ça marche pas, tu rajoutes de la colle et de l'eau et tu peux continuer de le faire. Et là, là, j'en ai fait bien trop, là. Là, je pense que mes enfants vont capoter, là. Ça, là, c'est une glu vraiment géniale. Puis là, regardez, j'enlève la glu qui est sur mes gants pour vraiment vous montrer que c'est ça le principe. Puis, je commence à tout l'enlever. C'est tellement le fun. Qui va la faire? Qui a hâte de voir la surprise demain? Bonjour, moi c'est Caroline Gauthier, enseignante de sciences à la Polyvalente Lavigne. Donc aujourd'hui, vous visitez l'Expo Science, une exposition de projets scientifiques qui a lieu à la Polyvalente Lavigne depuis plusieurs années déjà. Donc c'est l'enrichissement de nos profils, profil art, profil idée et profil sport. Hier, nous avons eu les profils art et sport secondaire 1 et 2 qui ont présenté. Aujourd'hui, nous avons le profil idée secondaire 1, 2, 3. En tout, ça nous a fait 109 kiosques. On avait là-dedans 107 vulgarisations qui sont des projets de recherche scientifique qui partent d'une question que les élèves se sont posées. Et on a eu 2 projets d'expérimentation qui également partent d'une question qu'on s'est posée, mais qu'on va tester, expérimenter la question pour pouvoir trouver la réponse. Expérimentation a l'air moins populaire, mais en réalité, c'est fantastique, puis c'est même plus gagnant si on veut se rendre loin dans l'Expo Science. Mais les jeunes, parfois, ils n'ont pas nécessairement le matériel à la maison pour travailler les expérimentations. Puis, ils sont peut-être plus gênés de venir demander aux techniciennes de les aider pour faire l'expérimentation, mais c'est quand même quelque chose à développer. Il y a des prix à gagner. On va avoir, aujourd'hui, on va couronner, dans le fond, nos premières, deuxième et troisième positions en secondaire 1, en secondaire 2 et en secondaire 3. De ça, on va prendre 8 kiosques qui vont se rendre à la finale régionale qui aura lieu du 13 au 15 mars à Rosemère, au Collège Saint-Sacrement. Et là, à ce moment-là, bien, ils peuvent encore gagner des prix en argent et se rendre à la finale provinciale. Puis ensuite, on peut même se rendre à la finale pan-canadienne, puis il y a même la finale mondiale. Aujourd'hui, nos jeux, c'est des anciens exposants. Donc, ils savent qu'est-ce que les jeunes vivent. Alors, ils savent comment les approcher. Ils connaissent les critères parce qu'ils ont déjà été évalués avec ces critères-là. Puis, ils sont soit en secondaire 4 ou en secondaire 5. Allô, nous, on a fait des recherches sur le cerveau et on voudrait vous les partager. Donc, déjà, vous savez que chez l'adulte, le cerveau, il pèse 1,4 kg. Et qu'il est constitué de centaines et de milliards de neurones. Donc, des neurones, c'est ça et ça. Donc, dans une neurone, on a le noyau qui est là. Qui est le centre de la neurone. Ensuite, il y a le corps cellulaire. Qui est autour du noyau de la neurone. Ensuite, on a les dendrites qui sont là.
C'est les branches de la neurone. Alors, quand ils se touchent, ils envoient un message à l'axone. L'axone, c'est l'affaire ici ou là. Qui est la plus longue partie des neurones et qu'on appelle aussi la matière grise. Alors, quand le message circule dans l'axone, ça va jusqu'à dedans notre corps pour bouger, et c'est ça. Le cerveau est séparé en deux hémisphères. L'hémisphère gauche contrôle plus notre côté droit de notre corps et plus logique, mathématique. Et l'hémisphère droit contrôle plus notre côté gauche de notre corps qui est plus artistique et créatif. Donc, le cerveau, il est séparé en plusieurs parties qu'on appelle des lobes. Donc, déjà, on a le premier lobe, juste là. Donc, lui, il est un peu dans le front du cerveau. Donc, lui, c'est un peu le plus important, le chef d'orchestre, car lui, il s'occupe de faire des choix, des décisions, de réfléchir et tout et tout. Donc, par exemple, si vous préférez, si je vous donne un choix entre le gâteau au fromage et le gâteau au chocolat, peu importe la réponse, ça va être votre lobe frontal qui va décider de choisir cette réponse. Maintenant, on a le lobe temporal. Il est situé où est-ce qu'il y a nos oreilles, alors nos nerfs auditifs. Il nous permet de mémoriser les visages et à savoir comment parler. C'est lui qui va avoir les mots. C'est ça. Ensuite, on a le lobe pariétal qui se retrouve là. Oh, donc, lui, il s'occupe plus des mouvements et de la conscience. Donc, lui, si vous voulez courir, ça va être lui qui va s'occuper de ça. Aussi, si vous êtes conscient, c'est sûr. Donc, vous savez que vous êtes dans une salle avec plein de présentations qu'on peut écouter. Maintenant, on a le lobe occipital. Il est relié à nos yeux, alors ça permet de regarder, compter, faire des mathématiques et lire avec l'aide du lobe temporal. Donc, ensuite, on a le cervelet. Lui, lui, c'est comme un peu l'ascenseur des messages nerveux. Donc, disons que le lobe pariétal, ici, il veut faire un mouvement, comme par exemple lever cette main. Le message nerveux va aller jusqu'à dans votre cervelet pour accorder les mouvements. Donc, je vais lever cette main correctement. Maintenant, on a le tronc cérébral qui est relié à notre colonne vertébrale qui va nous aider à la digestion. Alors, quand tous les lobes envoient un signal, un message, ça va passer dedans le tronc cérébral qui va aller jusque dans notre colonne vertébrale pour aller dans tout notre corps. On a dans le milieu de notre cerveau, on a le cortex insulaire qui sert à avoir la conscience et à ressentir la douleur. Et pour finir, on a aussi, à côté du cortex insulaire, on a le lobe limbique qui est aussi là. Donc, lui, il va plus s'occuper des émotions, être heureux, fâché, peu importe. Bonjour, je m'appelle Félicia. Et moi, Danica. Aujourd'hui, nous allons vous informer sur un sujet qui passionne plusieurs gens lorsque l'été arrive. En effet, nous allons vous parler de comment le corps réagit au soleil ainsi que de leurs conséquences. En bref, nous allons vous informer sur pourquoi notre peau change-t-elle de couleur, pourquoi des personnes ne font que rougir et ne bronzent pas, ainsi que quel SPF est le meilleur pour notre peau. Premièrement, les rayons du soleil accélèrent le vieillissement de les cellules de la peau, qui a pour conséquence l'apparition de brûlures, en d'autres mots, des coups de soleil, des rides, les taches brunes, ainsi qu'une tendance d'inflammation chronique de la peau. Saviez-vous que le soleil en quantité modérée est bénéfique pour notre peau? En effet, le UVB émis par le soleil favorise la synthèse de vitamine D, qui est l'acteur principal de la croissance des os. De plus, le rayonnement UV, sous supervision médicale, peut également traiter plusieurs maladies comme l'eczéma et bien d'autres. Le soleil améliore aussi l'acné puisque la peau s'apaissit en répondant au soleil. La peau est déjà en mesure de se défendre toute seule contre les rayons UV. La pilosité et la barrière cornée font notamment partie des moyens à disposition de la peau pour se défendre. Qu'est-ce que réellement le bronzage? Eh bien, le bronzage apparaît lorsque les rayons pénètrent la couche profonde de la peau et stimulent la production de mélanine qui migre vers la surface de la peau. La mélanine, qui est le pigment naturel de la peau, qui est conçu par la mélanocyte, qui est le cellule spécialiste du bronzage. Ça varie d'un individu à l'autre selon son phototype.
Le phototype est une classification utilisée pour évaluer la sensibilité de la peau au soleil. C'est déterminé par plusieurs facteurs tels que la quantité de mélanine dans notre peau, la couleur de nos yeux et de nos cheveux, ainsi que la réaction de la peau à l'exposition solaire. C'est ce processus qui donne la peau au teint doré et éclatant après une exposition au soleil. Il s'agit en fait d'un mécanisme adaptif que le corps utilise pour protéger la peau. Contrairement aux rumeurs, la peau bronzée n'est pas synonyme d'en santé. De fait, c'est plutôt une réponse de la peau à une agression. En général, plus le bronzage est foncé, plus que la peau est endommagée. Il devrait plutôt créer un rappel qu'il est important de mieux se protéger, car nous ne sommes pas tous égaux face au soleil, donc les règles ne sont pas tous les mêmes. C'est donc pour cette raison que les personnes aux cheveux roux et à la peau très pâle ne font que rougir et ne bronzent pas, contrairement aux gens à la peau et aux cheveux plus foncés. Pourquoi sommes-nous plus fatigués lorsqu'on est au soleil? En effet, lorsque le corps humain est exposé au soleil, nous transpirons. Donc, pour lutter contre cela, le corps active un mécanisme afin de rester au frais. Cet effort fatigue extrêmement le corps. Elle se manifeste par des éruptions cutanées, des démangeaisons, des plaques rouges ou des boutons après une exposition au soleil. Une allergie au soleil, également appelée photosensibilité, est une réaction cutanée anormale déclenchée par une hypersensibilité des rayons UV. Depuis, l'épuisement lié à la chaleur est causé par une perte excessive de sels minéraux. Il est donc important de boire beaucoup d'eau car la déshydratation peut amener un coup de chaleur ainsi que la fièvre et des maux de tête. Cette réaction cutanée au soleil est une réponse anormale du système immunitaire aux rayons UV. Il est donc très important de se protéger et en remettre après une certaine durée. Pour notre visage, le meilleur SPF est SPF 50 et plus, car la 25 ou de la 30, ça ne protège pas ta peau complètement contre les rayons du soleil. En conclusion, le bronzage est souvent perçu comme un symbole de beauté et de santé, mais il est très risqué pour notre corps. Il est important de prendre en considération les dangers liés à une exposition au soleil en portant des vêtements protecteurs ou de la crème solaire. En adoptant une approche responsable avec le bronzage, nous pouvons profiter des bienfaits du soleil tout en diminuant les risques de dommages cutanés à long terme.